Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 52 du podcast Résonance qui va porter sur l'astrologie du mois de février 2026, un mois qui décoiffe, laissez-moi vous dire. On a beaucoup de choses à survoler aujourd'hui ensemble. Parce qu'il y a des mois durant une année où est-ce que on dirait que le temps avance un peu plus normalement. Et il y a des mois où est-ce qu'on a l'impression que quelque chose frappe à notre porte. Et qu'est-ce qui frappe à notre porte? Pas n'importe qui. Ce qui frappe à notre porte, c'est le destin. Et comme dirait une grande sage québécoise, tel est mon destin, tel est mon chemin, ainsi passent les heures, au rythme entêtant des battements de mon cœur. Des battements de mon cœur. Est-ce que toute occasion est bonne de citer du Céline? Absolument. Est-ce que toute occasion est bonne d'en chanter encore plus? Écoutez, les temps sont durs, on va faire ce qu'on peut pour alléger le tout, n'est-ce pas? Donc oui, c'est un mois durant lequel on a l'impression que le destin frappe à notre porte, où est-ce qu'il y a beaucoup de synchronicité, qu'il y a beaucoup de messages qui entrent au poste, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a d'autres qui se ferment, parfois sans explication, de manière très inattendue, parce que ce mois-ci, on a beaucoup de choses sur la map. On a une saison d'éclipse, on a une rétrograde de Mercure et on a deux des plus gros transits je vais dire de l'année, mais même des prochaines années. Fait que, disons que notre assiette est pleine ce mois-ci. Et là, je tiens à préciser que je vous annonce pas une catastrophe ou un miracle, on s'entend, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même cette impression-là, cette sensation-là d'un mouvement irréversible, de quelque chose qui s'enclenche, puis à partir d'ici, there's no going back. Puis ce que je veux dire par là, ça me fait penser en fait à quand les gens ces temps-ci me demandent comment ça va ou qu'est-ce que je fais de mon année ou est-ce que j'en suis en ce moment. On dirait que la seule chose que je trouve à dire, c'est ah, la vie change. Fait que c'est pas catastrophique, c'est juste une constatation que les choses sont réellement en train de changer puis qu'il faut embarquer sur le wagon en fait. Maintenant que ça a été dit, let's go, pas le temps de niaiser, on passe à cet épisode-là. Mais avant de s'attarder aux dates plus précises, j'ai envie qu'on regarde l'ambiance générale du mois de février parce que laissez-moi vous dire que c'est pas un mois durant lequel on va surfer sur une petite vitesse de croisière, OK? C'est un mois où est-ce qu'on n'est pas sur le cruise control, où est-ce qu'on a un pied sur l'accélérateur, puis que si on était en train de jouer à une game de Mario Kart, on aurait pogné le petit turbo champignon, là, celui que tu pèses à plusieurs reprises puis qui te fait avancer bien rapidement. OK? Donc, le mois de janvier nous a permis de clarifier beaucoup de choses. Maintenant, le mois de février nous demande qu'est-ce qu'on fait avec cette clarté-là. La vie nous demande d'agir, voire même de réagir, inspiré par la clarté qu'on a trouvée au cours des dernières semaines. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas dans une énergie de contrôle. On n'est surtout pas dans une énergie prévisible. C'est pour ça que le cruise control, c'était très keb ça, le cruise control. Le cruise control est vraiment pas de mise pour les prochaines semaines. Ça me fait penser en fait à la citation qui dit si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. C'est un petit peu ça, OK? Parce que au cours des prochaines semaines, on est dans une énergie où est-ce qu'on reçoit beaucoup de signes, il y a beaucoup de synchronicité, notre intuition est beaucoup plus forte qu'à l'habitude. On va rencontrer des moments charnières, des moments pivots, puis des décisions qu'on peut juste plus repousser, qu'on est un peu comme mis au pied du mur, puis il faut choisir une direction. Puis évidemment, c'est pas aussi intense pour tout le monde, OK? Donc, dans tout ce que je dis, prenez ce qui résonne pas. C'est un peu l'idée derrière le podcast Résonance. Donc, selon moi, l'énergie du mois de février, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est quand le destin cogne à ta porte, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qui doit se mettre en mouvement ce mois-ci, même si le mental résiste encore à faire le saut? Petite pause de notre programmation habituelle pour vous dire que cet épisode est présenté par Be Kind. Puis moi, je vais vous donner mon petit truc. Quand je vais sur le site de Be Kind, je m'en vais toujours dans la section
promotion parce qu'à tout coup, il y a une offre qui en vaut vraiment la peine. Puis en ce moment, c'est particulièrement le cas. Il y a des rabais sur tout plein de produits, incluant les masques pour les cheveux. Je vous ai déjà parlé du masque exfoliant pour le cuir chevelu que j'adore, que j'utilise depuis minimum 2 ans. Puis la raison pourquoi je l'aime tellement, c'est que, bon, on peut dire oui, il aide le cuir chevelu, c'est super cool, là, mais concrètement, l'effet, c'est que ça rend la base du cheveu super fluffy. Donc, je suis capable d'étirer les lavements de cheveux, ça se dit-tu? Le nettoyage des cheveux, mais c'est surtout que ça donne du volume. Donc, je tripe sur ce produit-là. Je l'ai donné à plein de mes amis pour Noël et pour leur anniversaire. C'est tout le temps mon go-to. Puis présentement, au lieu d'être à 66 pour le petit contenant, ben maintenant il est à 52. Puis en plus, vous avez 15 avec le code Résonance ou Vanessa DL15. Les deux fonctionnent. Donc, c'est vraiment le moment pour en profiter présentement. Puis évidemment, il y a plein d'autres produits qui sont en promotion. C'est juste que je suis vraiment vendue à ce produit-là que j'adore. Donc, si vous vous aimez prendre soin de vous, mais que vous voulez le faire d'une manière qui est plus intentionnelle pour vous, mais aussi pour l'environnement, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la marque Be Kind, une entreprise québécoise qui ont des super belles valeurs et que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez trouver le lien vers les produits mentionnés dans les notes du podcast. Donc, merci à Be Kind d'être le partenaire officiel du podcast Résonance et ce, depuis le jour 1. C'est le temps de se pencher sur les transits astrologiques du mois de février avec un peu plus de précision. On commence le mois avec ce qu'on appelle un stellium sous le signe du Verseau. Ça, c'est quand on a plusieurs planètes dans le même secteur du ciel. Fait qu'on peut s'imaginer une gang de planètes qui chillent ensemble et qui agissent ensemble. On a Pluton, le Soleil, Mercure, Mars et Vénus, tous ensemble sous le signe du Verseau, ce qui met de l'emphase sur la mission évolutive de ce signe-là, qui est d'être qui il est, peu importe ce que les autres en pensent. Fait que c'est cette idée-là de penser outside the box, d'oser aller à contre-courant. On pense à une explosion de nouvelles idées, quelqu'un qui est capable de faire preuve d'innovation, de penser différemment, puis d'apprendre à tolérer d'être incomprise ou incompris par les autres. Fait que c'est un signe qui nous parle beaucoup d'individualité, d'oser être soi-même, peu importe les jugements d'autrui. Mais c'est aussi un signe qui nous parle beaucoup de communauté, l'idée d'entraide, de réseau, de connexion pour être capable de mener des projets à terme. Parce que c'est aussi un signe qui nous parle de projets futurs, puis de vision d'envergure. C'est de se dire que pour atteindre ces visions-là, ça se fait pas tout seul. Il faut qu'on puisse s'entraider. Donc ça, c'est pour l'énergie de la saison du Verseau. Puis le 1er février, on commence le mois avec de belles couleurs, avec la pleine lune en Lion, qui est pas juste une pleine lune pleine de passion et de confiance, qui est un peu comme la première couche du signe du Lion. Je pense que c'est une pleine lune qui met en lumière l'importance d'une authenticité radicale, c'est-à-dire d'être réellement soi-même, peu importe ce que les autres en pensent, donc peu importe d'être incomprise, d'être jugée ou d'être aliénée par d'autres personnes du groupe. Mais en même temps, c'est pas juste de dire ah ça dérange pas d'être aliénée ou d'être incomprise, ça met vraiment le focus sur quelles sont tes vraies couleurs à toi. Est-ce que tu te permets vraiment de briller autant que tu le veux ou que tu le souhaiterais? Est-ce que tu essaies de ternir tes couleurs? Est-ce que tu te fais plus petite de peur de trop prendre d'espace ou d'être jugée par les autres? C'est un peu ça que cette pleine lune-là nous demande. Puis, cette lunaison-là a aussi une fonction particulière qu'elle ouvre la saison des éclipses. Ce que je veux dire par elle ouvre la saison des éclipses, c'est que c'est la pleine lune, pardon, juste avant la première éclipse qui va avoir lieu le 17 février. On va en parler un petit peu plus tard. Mais moi, de la manière que je conçois la saison des éclipses, que je me l'imagine, c'est que on a la première éclipse puis la seconde éclipse, mais les 2 semaines avant cette première éclipse-là, on commence à recevoir les indices de ce avec quoi on va travailler durant la saison des éclipses. Fait que la pleine lune en Lion, c'est pas une éclipse, mais à partir de cette pleine lune-là, on commence à savoir avec quoi on va travailler. Le mouvement commence à s'enclencher
de la saison des éclipses. On a comme un avant-goût de ce qui s'en vient. Donc, on va avoir 2 éclipses dans les prochaines semaines, le 17 février et le 3 mars. Mais là, on est en train de se préparer un petit peu à tout ce mouvement-là. Pour cette pleine lune en Lion, imaginez-le comme une énergie de création, mais de création du cœur qui demande beaucoup de courage. Le signe du lion, sa mission évolutive, c'est de vivre une vie créative. C'est de dire, j'existe, je prends ma place, puis je choisis une vie qui vient du cœur, qui est authentique et qui me ressemble. C'est la dignité, mais c'est aussi la souveraineté, le signe du lion. Puis quand je parle de souveraineté, on peut le penser comme faire preuve d'autorité dans sa propre vie, sans attendre de validation, sans permission ou sans attendre d'être sauvé aussi par quelqu'un. Fait que c'est cette idée-là, pardon, de prendre les règnes, d'être souveraine un peu dans sa propre existence, dans sa propre vie, de choisir avec le cœur, puis d'assumer ces choix-là, même dans la durée, dans le temps. Donc, pour moi, le signe du lion représente ça. Puis, il y a cette idée-là aussi avec le lion de rechercher une certaine forme de validation. Fait que pour moi, c'est une pleine lune où est-ce que, à travers l'authenticité radicale qu'on fait preuve, il y a des gens qui vont se regrouper autour de nous parce que ce qu'on va faire, dire ou être résonne avec ces gens-là. Puis ça va aliéner d'autres personnes parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde malgré ce qu'on croit, malgré ce que les réseaux sociaux nous font croire. En fait, je pense que les réseaux sociaux nous prouvent vraiment qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Donc bref, tout ça pour dire que si j'avais à vous proposer une question d'introspection pour cette pleine lune-là, pour commencer le mois, c'est où est-ce que j'ai à reprendre ma place sans m'excuser? Dans quel aspect de votre vie vous avez besoin de retrouver votre souveraineté, de vous choisir sans attendre qu'on vous choisisse, de vous choisir vous-même en fait. Donc, sous cette pleine lune-là, il pourra avoir un désir très fort d'être plus aligné, une genre de pulsion créative, une expansion intérieure, puis surtout une confrontation avec les choses qui vous étouffent, ce qui vous fait vous rapetisser, ce qui ternit votre couleur, comme j'ai dit plus tôt, ce qui tamise votre lumière aussi. Puis collectivement, ça pourrait être une pleine lune très théâtrale, très mise en scène, très dramatique dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Donc, on pourrait voir des figures publiques qui prennent peut-être trop de place, des égos surdimensionnés. Ça pourrait aussi générer collectivement des prises de position beaucoup plus fortes, des gens qui rugissent beaucoup plus fort, un climat de showbiz aussi, donc une impression de télé-réalité un peu où est-ce que les choses sont comme juste plus dramatiques qu'à l'habitude, puis plus dramatiques qu'elles ont besoin d'être des fois. Donc ouais, disons que le mois commence fort avec une pas pire pleine lune en Lion. Maintenant, parlons de la planète Mercure. Parce que Mercure, le messager des dieux, a beaucoup de choses à nous dire ce mois-ci. Donc, à partir du 6 février, la planète du mental, des communications va entrer sous le signe du poisson. Et là, le mental devient beaucoup plus poreux, plus intuitif, voire même plus symbolique. Ok? C'est un placement qui est super bon pour écrire de la poésie plutôt qu'une analyse très méthodique des choses. C'est un placement pour créer, pour rêver, pour étudier nos rêves, pour sentir les choses plutôt que d'essayer de les comprendre et de les analyser en quelque sorte. On est beaucoup plus dans le côté de notre cerveau qui est irrationnel et plus fluide et plus artistique que le côté de notre cerveau qui est rationnel et structuré. C'est un placement qui peut aussi amener beaucoup de flou, donc dans les décisions quand on essaye de faire ça plus rationnellement plutôt qu'intuitivement, ça peut amener une difficulté au niveau de la concentration potentiellement et des communications aussi. Donc, les communications sont peut-être un petit peu moins claires lorsque Mercure est en poisson, surtout qu'une rétrograde de Mercure qui s'en vient du 26 février au 20 mars. Fait que là, si je vous dresse un portrait, là, on a la planète Mercure, planète de la communication, qui est dans un signe dans lequel elle est moins efficace,
OK? Mercure ne trippe pas tant que ça à être en poisson, puis c'est pas parce que c'est pas un beau placement, ça peut amener plein de belles choses, Mercure en poisson. Mais le but de Mercure, c'est d'être concis et clair dans un monde idéal. Et là, Mercure, dans ce placement-là, il veut pas être concis puis clair. Il veut être fluide, il veut être flou, il veut être symbolique, il veut ressentir des choses. Fait que c'est plus difficile pour Mercure de faire son travail habituel. Puis en plus de ça, on a la rétrograde de Mercure qui embarque à partir du 26 février, qui rend la communication encore plus challengeante, encore moins directe et concrète et concise. D'accord? Donc, on a comme 2 paliers, 2 niveaux de défis autour de la communication au mois de février. Donc, parlons de cette fameuse rétrograde de Mercure qui va avoir lieu du 26 février au 20 mars sous le signe du Poisson, toujours. Donc, je vous rappelle que quand il est question des rétrogrades de Mercure, c'est jamais en général dramatique. Ça ne veut pas dire qu'il y a rien de dramatique qui se passe durant ce transit-là, mais règle générale, c'est qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le ciel en même temps qui amènent peut-être plus de complexité à ce qui se passe ou plus de difficultés, mais en soi, une rétrograde de Mercure, c'est vraiment pas la fin du monde. En fait, c'est nécessaire parce qu'à chaque instant, on fait entrer tellement d'informations dans notre cerveau, surtout que in this day and age, la rapidité à laquelle on est bombardé d'infos est encore plus ahurissante. Ok? On est à une vélocité de réception d'informations jamais vue. Puis là, quand les rétrogrades de Mercure arrivent, ça nous dit hey, essaye d'arrêter de faire rentrer plus d'informations, puis digère donc ce que tu as d'accumulé jusqu'à présent. Fait que moi, ce que je vois avec une rétrograde de Mercure en Poisson, c'est un retour vers soi. Puis quand je dis un retour vers soi, c'est pas de se regarder le nombril, de juste penser à soi, c'est pas ça du tout. C'est plus un besoin de retrait, de bloquer les entrants pour intégrer puis process en quelque sorte ce qu'on a déjà accumulé. Ça peut vouloir dire de faire de la révision un peu plus intuitive, donc de se questionner sur comment je me sens par rapport à telle chose, par rapport à telle décision que j'ai prise. J'ai écrit un texte pour le travail, comment je me sens par rapport à ce texte-là que j'ai écrit? Est-ce que j'ai besoin de le retravailler ou d'ajuster quelques petits trucs sur ce texte-là ou sur ce projet-là? Ou peut-être sur la planification de mon année même, sur mon horaire des prochains mois. Peut-être que j'ai certaines choses à bouger parce que quand je regarde mon horaire, la manière que je me sens, c'est tout pogné de l'intérieur. Ça, c'est de l'information. Nos ressentis sont de l'information quand on parle des signes d'eau. Donc, le signe du poisson en fait partie. Il peut y avoir beaucoup de messages du passé qui reviennent, donc des choses qu'on pensait qu'on avait peut-être déjà process ou qu'on s'était dit, ou peut-être qu'on avait complètement oublié certaines choses, puis que là, ça revient dans notre champ de conscience, puis ça nous demande de se questionner si on est encore correct avec ça, si c'est vraiment cette direction-là qu'on voulait prendre, etc. Puis je pense qu'il y a aussi l'opportunité d'avoir des conversations inachevées qu'on peut revisiter, peut-être avec plus d'empathie, plus de sensibilité. Puis en même temps, c'est un peu ça l'invitation de Mercure en Poisson, c'est de dire on peut pas toujours avoir des conversations strictement rationnelles où est-ce qu'on se base sur des faits. Oui, c'est important les faits, évidemment, mais il faut aussi qu'on soit honnête par rapport à notre ressenti puis comment on se sent à travers ça. Fait que je pense que ça va donner le genre de conversation où est-ce que c'est plus difficile de s'ancrer dans la réalité, dans les faits, puis qu'on va avoir tendance à faire le ping-pong, à se lancer la balle par rapport à comment on se sent dans la situation. Je pense qu'il y a du bon puis il y a du moins bon à ça. C'est juste d'observer comment on navigue un peu cette différente texture-là de communication au cours des prochaines semaines. J'allais dire prochains mois, mais là, wow, minute papillon, là, je pense qu'une couple de semaines, ça va être correct. On va juste prendre ça, OK? Et donc, une des choses que cette rétrograde de Mercure nous demande, c'est qu'est-ce que le passé essaie de me montrer pour que je puisse avancer autrement. Cette rétrograde de Mercure-là, elle veut nous aider. Puis, des fois, la manière que le passé vient nous visiter,
Bon, oui, ça peut être un ex qui nous texte, ça l'arrive. Ça peut être un rêve durant lequel on a une scène de notre passé qui refait surface ou des vieux rêves qui viennent nous hanter, entre grosses guillemets. Là. C'est pas obligé d'être hanté, mais comme hey, quand j'étais jeune, je rêvais toujours que j'étais tout nu à la cafétéria. Puis là, hey, j'ai eu un rêve similaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce rêve-là? Et oui, fax, ça m'est arrivé, ce rêve-là, très souvent. Ça ou oublier sa valise quand tu vas au camp de vacances. Et ça que ça m'est arrivé souvent. Sinon, ça peut être juste des réflexions qu'on dit, hey, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à telle situation qui m'était arrivée, à telle personne qui faisait partie de ma vie. Puis là, on dirait que ça remonte pour une raison quelconque. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Donc, c'est un moment parfait, les 3 semaines de la rétrograde de Mercure, pour revisiter une idée, pour corriger un projet, pour reprendre l'écriture d'un projet ou que ce soit je dis écriture, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, la chorégraphie, peu importe, mais un projet artistique qu'on a comme laissé de côté, puis là on veut réembarquer dedans, ça serait un bon moment pour le faire, mais aussi de faire du tri mental et émotionnel. Fait que vous pouvez le prendre comme vous voulez, hein, ça peut prendre la forme, ça peut prendre plein de formes en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Je vous dirais que c'est moins un bon moment pour signer un contrat sans le relire. Et là, je veux pas vous dire de rien signer, de pas bouger, de pas partir en voyage, de pas vivre votre vie. Je trouve ça niaiseux quand on se fait donner des conseils de même. C'est comme la réalité, c'est qu'on peut pas arrêter de vivre pendant 3 semaines, 3 fois par année, parce qu'il y a une fille sur Instagram, moi, qui vous a dit que Mercure est en rétrograde, OK? C'est pas de même qu'on voit ça. C'est plus de dire, hey, si j'ai un contrat à signer pendant la rétrograde de Mercure, je suis mieux de vraiment lire les petits caractères. Je suis mieux de me fier à mon ressenti aussi. Peut-être que le contrat, il est bien, bien beau. Mais dans mon cœur, est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non? Le ressenti est important durant cette période-là, je trouve. Puis ça se peut que vous le signiez, le contrat. Mais en général, quand Mercure rétrograde et on signe un contrat, les clauses du contrat vont peut-être changer. Puis des fois, c'est à notre avantage. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas un bon moment non plus pour interpréter les choses un peu trop rapidement, donc sauter aux conclusions, se créer des histoires dans notre tête, genre t'as un ami qui t'a pas rappelé quand il a dit qu'il allait te rappeler, puis là tu te dis qu'il t'haït, puis que t'as fait quelque chose de mal, puis que t'aurais pas dû dire ça. Hey, on peut-tu s'il vous plaît? À la place de se faire des idées, on peut juste envoyer un petit texto. Est-ce que tout est beau? M'as-tu oublié? C'est correct, la gang. Fait que de remarquer comment les ressentis, des fois, euh, peuvent aussi nous donner des mauvaises informations. Tu sais, il y a l'intuition, puis il y a les réactions, puis des fois, c'est dur de faire la différence, mais toujours mieux de ne rien prendre pour acquis et de communiquer, surtout quand ça a un lien avec les autres. Une autre chose qu'il faut faire attention, je pense, durant cette rétrograde de Mercure, c'est de croire que tout est un signe de la vie. Je l'ai déjà dit dans mon livre, mais si tu es en plein été, dans un stationnement du McDo, puis que tu trouves une plume de mouette au sol, c'est peut-être pas un signe de la vie. C'est juste qu'il y a beaucoup de mouettes au McDo, ça se peut que tu trouves une plume. D'accord? Donc, de juste faire attention à la paranoïa mystique un peu, genre que tout devient un signe. On peut s'enlever une bûche là-dessus? Parce que je trouve qu'on a tendance parfois à voir un petit peu trop de signes un petit peu partout. Je vous rappelle que la rétrograde de Mercure en Poisson a lieu du 26 février au 20 mars. On risque de commencer à le sentir autour du 11 février, puis de vraiment s'en sortir complètement après le 9 avril. Ok? Donc, c'est long, mais il faut pas capoter. C'est juste que le moment plus intense de tout ça est entre le 26 février et le 20 mars. Et mettez à votre agenda la date du 7 mars. C'est une date importante dans la rétrograde de Mercure. C'est ce qu'on appelle le Mercure Casimi. Casimi est quand une planète traverse le cœur du Soleil et s'en retrouve purifiée en quelque sorte. Puis dans une rétrograde de Mercure, quand on entend qu'il y a un Mercure Casimi, c'est comme une nouvelle lune dans le cycle de Mercure. Donc il y a comme un aspect de renouveau, de renaissance, de nouveauté. On veut porter attention aux idées qu'on a autour du 7 mars. C'est souvent là où est-ce qu'il y a une résolution, où est-ce que les choses commencent à faire sens. Surtout les choses qu'on a pu vivre durant la rétrograde de Mercure
commence à faire sens autour du 7 mars. Puis c'est comme une des plus belles journées, en fait, de la rétrograde de Mercure. Donc, intéressant de le mettre à son agenda. C'est tout ce que je vais vous dire pour la planète Mercure. Il y a d'autres transits ici et là, mais j'ai envie qu'on s'en tienne à ce qui est vraiment plus d'envergure, plus important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au mois de février. Je nous amène maintenant vers les transits de la planète Vénus, parce que le 10 février, Vénus, la planète des relations, de l'argent, de ce qu'on valorise, de ce qui nous attire en quelque sorte, va quitter le signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson. Et ça, là, ça risque d'amener un petit peu plus de douceur dans notre vie. Ça va faire du bien. Donc oui, plus de douceur, plus d'amour, plus de créativité. Ça a une vibe très fantaisiste, en fait, Vénus en Poisson. Je pense que ça va faire du bien, en fait, dans tout le brouhaha du mois de février, d'avoir la présence de Vénus en Poisson parce que Vénus adore être sous le signe du Poisson. On dit qu'elle est exaltée en Poisson. Puis en fait, c'est que Vénus en Poisson, c'est la compassion, c'est l'art qui nous touche, c'est la beauté qui nous rend béats, qui nous émeut, c'est la sensibilité, c'est l'amour qui guérit en fait. Donc, c'est vraiment le principe vénusien exalté dans toute sa splendeur. C'est une période où est-ce que le cœur devient plus sensible, s'ouvre davantage, peut devenir plus visionnaire et a peut-être une plus grande capacité à l'empathie, à ressentir pour les autres. C'est le genre de transit où est-ce que on ne peut se satisfaire d'un amour température pièce. Où est-ce que on veut du vrai, on veut du profond, on veut du sacré. Puis quand je parle de quelque chose de sacré, c'est quelque chose de tellement grand que ça nous donne le vertige un peu. Donc, on peut penser à l'amour qu'un parent a pour son enfant ou un dieu ou une déesse a pour un ou une de ses fidèles. Puis là, je vous parle en termes symboliques, en termes comme assez grandioses, archétypales, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la profondeur de ce que ça l'évoque, Vénus en Poisson. Et je vous dirais qu'à travers ça, le piège de Vénus en Poisson, c'est l'idéalisation. C'est en fait de comprendre que ce type d'amour-là de Vénus en Poisson, qui est très romantique, très enjôleur, très enchanteur, c'est quelque chose à quoi on touche, mais on ne peut pas rester tout le temps là-dedans. Vénus en Poisson peut avoir tendance à idéaliser ce genre de connexion-là. Je peux parler de connexion à une personne, donc en termes d'amour romantique, mais aussi connexion à la muse, en termes de période créative aussi, où est-ce qu'on aimerait donc être toujours dans une phase de créativité ou d'inspiration, où est-ce on est porté par quelque chose de plus grand, où est-ce qu'on se sent élevé justement dans notre... dans notre fougue créative, puis c'est de dire qu'il y a des moments comme ça, mais ça peut pas toujours être comme ça, puis ça serait un peu idéaliste, voire même illusoire, irréaliste de penser qu'on peut toujours être sur ce diapason-là. Donc, de juste se ramener les pieds à terre ou juste de se dire c'est correct de se laisser porter par cette sensation-là, par cette romance-là, par cette illusion-là, même, j'ai envie de dire, mais de toujours le faire avec une arrière-pensée que tout ce qui monte doit redescendre. Puis qu'on peut en profiter quand c'est là, mais de ne pas s'attendre à ce que ça soit toujours ça ou de s'attacher à ça. Donc, oui, se laisser porter par l'intensité des émotions ou des connexions, puis en même temps, juste avoir un petit, un petit côté de nous qui reste le plus terre à terre possible. Le 17 février, quelques jours plus tard, la planète Vénus va rencontrer le nœud nord sous le signe du Poisson. Et ça, c'est-tu la même journée que la nouvelle lune? Oui, d'accord. Donc, grosse journée le 17 février. Je vais revenir plus tard sur la nouvelle lune, qui est aussi une éclipse en passant. Mais je trouvais intéressant de nommer aussi le fait que Vénus rencontre le nœud nord. Et ça, en français, ce que ça veut dire, c'est que l'amour, la créativité, l'esthétisme, nos valeurs, donc tous les concepts vénusiens, sont un peu plus orientés vers le futur.
Donc, ça peut se présenter sous forme d'un appel artistique, d'un appel de beauté, d'un appel d'équilibre, d'alignement, peut-être même un appel relationnel. On peut le sentir au sein des relations qui sont déjà présentes dans nos vies, pas que romantiques en passant, mais ça peut être aussi ça. Donc, la question qui se pose autour du 17 février, il y en a plusieurs qui se posent parce que laissez-moi vous dire qu'il se passe beaucoup de choses le 17 février, mais une des questions qu'on peut se poser, c'est vers quoi mon cœur s'ouvre ou veut s'ouvrir, même si ça donne le vertige. Qu'est-ce qui veut être commencé, même si ça donne le vertige? Parce que n'oublions pas que c'est aussi une nouvelle lune et éclipse. Je vais y revenir dans quelques instants là-dessus. Le 22 février, quelques jours plus tard, en pleine saison d'éclipse, on a la planète Vénus qui fait un trigone avec la planète Jupiter qui est rétrograde sous le signe du Cancer. Et ça, c'est vraiment un beau transit, la gang. Mettez-le à votre agenda. C'est une expansion du cœur. Donc, c'est plus de douceur, peut-être plus de fluidité, de chance, une expansion affective, une expansion du cœur. C'est le genre de transit qui nous rappelle que la sécurité existe, que ça soit la sécurité. J'ai l'impression qu'on est plus en train de parler de sécurité émotionnelle ici, là, mais que la sécurité émotionnelle existe, que la tendresse existe, que la générosité existe, que l'amour peut être simple, puis que vous méritez de recevoir cet amour-là. Fait que c'est vraiment comme une journée, je trouve, pour se syntoniser à la vibration de l'amour, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Donc, une question qu'on peut se poser autour du 22 février, où est-ce que je peux me laisser aimer et arrêter de tout porter toute seule? C'est de vraiment se connecter avec les gens qui sont autour de vous puis qui veulent vous appuyer dans peu importe ce que vous vivez. Puis encore là, je vous encourage fortement à considérer l'amour sous toutes ses facettes. Puis petite parenthèse ici, je pense que parce qu'au moment où est-ce que j'enregistre ces paroles, Vénus est en Verseau et je pense beaucoup à l'anarchie relationnelle, qui est un gros concept, ok, qui est vraiment. Je vais vous parler aujourd'hui d'une partie de l'anarchie relationnelle. Je me fais pas non plus le poster child de ça. C'est comme un concept que je commence à tâter puis à me pencher là-dessus puis à m'intéresser à ça. Mais quand on regarde un peu la manière qu'on nous a toujours vendu les relations, là, c'est cette idée qu'il y a une hiérarchie relationnelle où est-ce que les relations romantiques, surtout homme-femme, mais même toute relation romantique, est toujours la relation centrale à toutes les autres. Fait que s'il y avait comme une pyramide de relations, celle qui est au top, c'est toujours la relation romantique et les autres devraient être comme moins importantes, devraient graviter autour de celle-là. Puis quand on pense en termes d'anarchie relationnelle, c'est dire, mais peut-être que cette construction-là ou que cette organisation-là relationnelle n'est pas pour moi. On a le droit d'organiser différemment notre, notre vie relationnelle, en fait. Puis je vous dis ça parce que moi, au cours des dernières années, les relations qui ont été centrales à ma vie, ça a été des relations platoniques avec des femmes. Mes relations avec mes amis de filles, avec qui je suis extrêmement proche, que je partage une belle profondeur émotionnelle, beaucoup d'intimité. Puis il y a même certaines amies avec qui ça prend l'allure quasiment de partenaires de vie, où est-ce qu'on est notre contact d'urgence, on est là l'une pour l'autre, on passe Noël chez l'une et l'autre. Tu sais, il y a vraiment un grand niveau de proximité. Puis je pense que la société, des fois, nous fait à croire que ce type de relation-là est moins important, puis que vu qu'on n'a pas la relation romantique centrale, on est comme en train d'échouer à quelque chose. Puis bref, en ce moment, je suis comme en train de réfléchir à tout ça, puis de dire, l'amour peut prendre tellement de formes, puis la manière qu'on décide d'organiser nos relations, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, puis c'est quelque chose qu'on peut déconstruire pour soi. Donc, petite parenthèse que je trouvais intéressante à vous partager. Avant de vous parler de la première éclipse, parlons d'un autre gros transit du mois de février qui est l'entrée de la planète Saturne en bélier. OK? Wow! Ça, c'est un gros shift, la gang. Je vais boire de l'eau pour vous en parler parce que le feu s'active.
Saturne en bélier, c'est un gros shift. Quand on pense à la planète Saturne, on pense à la planète de la maturité, de la discipline, de la responsabilité, de la structure, de l'autorité. Puis quand on pense au signe du bélier, on pense à une énergie qui est un peu plus spontanée, qui est une énergie d'élan, d'initiative, de feu, de passion, de désir, de courage, de risque, d'initiative. OK? Donc, Saturne en bélier, on peut le voir comme, premièrement, deux énergies très paradoxales. OK? Saturne n'aime pas particulièrement être en bélier. Je tiens à le préciser, il y a quand même du bon, il y a du moins bon à ça, mais c'est une énergie beaucoup plus volatile, beaucoup moins stable que d'autres placements de Saturne. Mais quand on pense à Saturne en bélier, on peut penser à l'idée de prendre ses responsabilités pour son feu intérieur, ses désirs, ses passions, mais aussi sa colère, etc. Donc, on se dit, bon, si j'ai un feu intérieur qui m'habite, que j'ai des élans de créativité, de passion, que j'ai envie de me lancer dans ces élans-là, ben, il faut que je prenne responsabilité pour ça, puis que je le fasse d'une manière peut-être un peu plus calculée, un peu plus mature. Fait que ça requiert une certaine discipline créative, selon moi. Puis, comme je vous disais, Saturne ne traite pas particulièrement à être ici, fait qu'il y a une invitation à tempérer ses ardeurs avec Saturne en bélier. On n'est plus dans le j'ai envie de quelque chose. Genre, juste parce que j'ai envie de quelque chose, je m'en vais le chercher. C'est l'idée, je veux quelque chose, je désire quelque chose, donc je m'engage dans cette voie. Puis s'engager dans cette voie-là, parce qu'on le désire, ça va demander du courage. Avec Saturne en bélier, quand on va vouloir quelque chose, on va avoir tendance à se lancer tête première, mais quand les défis vont se montrer le bout du nez, est-ce qu'on va garder le même enthousiasme qu'au départ? C'est un peu ça la question. Parce que oui, la planète Saturne, c'est la planète de la maturité, mais ça nous enseigne aussi à travers ça l'endurance et la résilience. Et c'est là que je crois que ça va être challengeant pour Saturne en bélier parce que le bélier, c'est le feu initial, c'est le jet de feu qui est lancé, puis après, c'est de dire, ben, OK, mais comment je le fais perdurer? Donc, je pense que ça va venir faire travailler notre capacité à tenir le fort, à rester intègre face à notre engagement, même lorsque le feu s'atténue ou que le feu pogne puis qu'on se dit comme waouh, OK, je me suis embarquée dans quelque chose. Puis aussi notre capacité à tenir le fort même quand le risque est grand puis qu'on commence à avoir peur ou à douter par exemple. Donc, c'est une invitation à rester stoïque, à rester groundé, ancré, en plein milieu du chaos, en plein milieu de l'urgence. Puis quand je parle d'urgence, c'est comme, tu sais, quand on a le feu au cul, puis qu'on se dit comme, OK, il faut que je sois dans le moment présent, puis que je réagisse rapidement aux choses qui se présentent à moi, puis que je me revire de bord sur un dixaine. C'est un peu ça l'énergie de Saturne en bélier. Il faut rester groundé même quand les choses bougent rapidement. Puis tout ça, en fait, ça sonne challengeant, oui, mais en même temps, ça nous aide à ériger notre courage en quelque sorte. Fait que ce transit-là de Saturne en bélier, qui va durer pendant 2 ans et demi, c'est une invitation à plus suivre nos élans de manière intentionnelle, moins de spontanéité vide et plus de réponses intentionnelles aux élans que l'on ressent. Moins de réaction et plus de maturité dans nos réponses. Ça va nous demander de faire preuve de courage, puis de prendre des risques et de rester intègre en le faisant. Comme je disais un peu plus tôt, on a 2 ans et demi dans ce transit-là, fait que je vais vous en parler beaucoup plus au fur et à mesure, mais pour l'instant, on va s'en tenir à ça. C'est le temps d'entrer dans la saison des éclipses. On commence à tâter le pouls de la saison des éclipses le 1er février avec la pleine lune en Lion, mais elle commence officiellement le 17 février avec la nouvelle lune en Verseau. C'est une nouvelle lune en Verseau, mais c'est aussi une éclipse solaire. Et donc, ce n'est pas une nouvelle lune ordinaire. On dit souvent que c'est une nouvelle lune sur les stéroïdes. Donc, ça marque un nouveau départ, mais pas juste un nouveau départ, un commencement
majeur, OK? C'est comme un réalignement, une redirection, un changement de route qui est marqué par un élan de nouveau commencement. Quand je pense à une éclipse, je m'imagine partir mon GPS avant de partir de chez nous, puis une fois sur la route, il y a quelque chose qui se passe, le GPS reçoit une nouvelle information, puis il dit: «Ah, on te propose une nouvelle direction basée sur cette information-là qu'on a reçue et le GPS se réoriente. C'est un peu ça la saison des éclipses. Puis, une éclipse sous le signe du Verseau, ça nous parle du futur, ça nous parle d'innovation, de penser outside the box, d'avoir une vision à long terme, peut-être une vision plus penchée sur la communauté, sur le groupe du ou desquels vous faites partie. Ça nous parle aussi de notre identité au sein d'un groupe, comment nous, on veut se positionner, quel rôle on veut occuper au sein d'un groupe. Et ça nous parle de se serrer les coudes, de s'entraider pour atteindre une vision commune. Donc, cette éclipse-là, elle peut nous demander d'assumer nos différences, d'accepter de ne pas être comprise ou compris par certaines personnes, puis de peut-être prendre un chemin qui est complètement différent, qui est à contre-courant de ce à quoi vous êtes habitué ou de ce que vous connaissez. Et il y a quelque chose d'inconfortable là-dedans, mais de profondément libérateur. Collectivement, je vous dirais que c'est une nouvelle lune assez intense parce que on le sent présentement dans le collectif que les anciens modèles sont en train de craquer, que les systèmes qu'on avait érigés ne tiennent plus la route, que le futur à partir d'ici est complètement flou en fait. On sait pas où est-ce qu'on s'en va en ce moment. Puis cette éclipse-là peut être un élément déclencheur vers une prise de conscience, vers une rupture avec une ancienne manière d'être. Fait que ça peut être une version de soi sur le plan personnel, comme ça peut être collectivement une rupture avec comment les choses étaient avant. On le sent déjà que ça s'installe, fait que je pense pas que ça va être comme si marqué que ça comme différence parce que c'est déjà dans l'air, en fait. Mais je pense que c'est surtout un appel à prendre une nouvelle direction. Puis l'affaire que je dis toujours dans la saison d'éclipse, c'est de s'attendre à l'inattendu. Fait que c'est très dur de prévoir ce qui va se passer pendant une saison d'éclipse, autant personnel que collectif, parce que ça fait partie de son essence d'être imprévisible puis de pas trop savoir dans quelle direction ça va s'en aller. Puis je tiens à dire que cette nouvelle lune-là, qui est aussi une éclipse solaire, marque le nouvel an chinois. Fait que tout ce que vous avez vu passer sur le fait qu'on était dans l'année du serpent, puis qu'on s'en va vers l'année du cheval, mais c'est là que ça commence. Fait qu'il y a vraiment, je trouve, énergétiquement quelque chose qui s'emboîte, qui s'enclenche autour de la nouvelle lune en Verseau. Ça risque d'être majeur sur le plan personnel et collectif. La mutation, la vieille peau, on l'a mué, là. C'est le temps de passer dans l'énergie du cheval qui fonce à toute allure. Et maintenant, on arrive au plus gros transit du mois, pour ne pas dire un des plus gros transits de l'année. Un transit que je pourrais qualifier d'historique, qui est la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du signe du Bélier le 20 février 2026. Écrivez ça à vos agendas, c'est majeur, la gang. C'est majeur pour plein de raisons que je vais vous expliquer. D'accord? Donc, une des raisons pour lesquelles c'est majeur, c'est que c'est, oui, une conjonction Saturne-Neptune. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une. La dernière fois, c'était en 1989 sous le signe du Capricorne. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Mais une des raisons pourquoi les astrologues en font tellement un cas, c'est que ça se produit au degré zéro du signe du Bélier. Le degré zéro du signe du Bélier, premièrement, un degré zéro, c'est un degré critique. C'est un degré auquel on veut porter attention. Quand on entend 0 degré de quelque chose, on est comme oh shit, c'est comme ça l'enclenche quelque chose. Mais là, ça l'enclenche pas n'importe quel signe. Ça l'enclenche le signe du Bélier qui symbolise le début de la roue du zodiaque. Ça veut dire que c'est comme, il y a vraiment cette idée-là d'un, hey, je sais même pas comment le dire, de la naissance d'une nouvelle ère, quasiment. Là. Puis là, je sais que ça sonne vraiment intense, puis comme, je vais peut-être regretter d'en avoir parlé en des termes aussi intenses, puis aussi sensationnalistes que ça, mais ça me donne cette impression-là. C'est comme,
0 degré du Bélier, ces 2 planètes-là qui se rencontrent, il y a vraiment comme un début absolu un peu. Il y a quelque chose de vraiment fort à ça. Puis évidemment, c'est pas un interrupteur qui change en une journée, OK? C'est pas une switch on and off, puis genre, ça se passe en une journée. C'est comme, c'est le début de quelque chose, c'est un moment pivot d'une nouvelle ère, d'une nouvelle réalité, un point de bascule qui va peut-être être évident, peut-être moins. Je pense que en tant qu'astrologue, laissez-moi vous dire qu'on va tous regarder l'actualité en étant bien confortablement assis dans notre siège et une doudou et peut-être une petite tisane à la main de camomille pour se calmer le système nerveux. OK? Je vais pas vous le cacher. Écoutez, je sais pas comment vous dire ça autrement, mais je pense que une des grandes difficultés que j'ai eues dans les dernières années à faire de l'astrologie grand public, c'est-à-dire à la radio ou comme à des endroits justement très grand public, c'est que l'astrologie que les diffuseurs veulent entendre, c'est de l'astrologie positive. C'est l'astrologie, les belles choses qui vont arriver, c'est quoi les signes chanceux, est-ce qu'on va trouver l'amour en 2026? Puis, je suis pas en train de rire de ça dans le sens que oui, on veut savoir ces choses-là, on est humain, ça fait partie de nous. Mais en même temps, en tant qu'astrologue, je peux pas faire autrement que de dire la vérité par rapport à ce que je vois. Puis l'année 2026, c'est une année qui rock the boat, là. C'est comme les choses bougent, puis mon but, c'est pas de vous faire peur. Mon but, c'est pas non plus d'être trop dramatique ou sensationnaliste. C'est d'être sincère par rapport à ce que l'astrologie nous dit, en se disant que ça se peut que l'astrologie ait tort aussi. Ça se peut vraiment, tu sais. Mais la réalité, c'est que la dernière fois que Neptune était en bélier, c'était le début de la guerre civile aux États-Unis, que la dernière fois qu'il y a eu une conjonction Neptune-Saturne, c'était la chute du mur de Berlin en 1989. Puis, il y a aussi plein d'autres transits qui pointent vers une augmentation du concept de la violence. Encore là, ça ne va pas toucher tout le monde de la même manière. Évidemment, dépendamment où on se situe géographiquement, ça ne sera pas pareil pour tout le monde, t'sais. Donc, je vous rappelle que chaque transit astrologique qui se produit a du bon, a du moins bon, de la lumière, a de l'ombre. Puis l'astrologie, ça sert pas juste à... J'ai envie de dire, ça sert, selon moi, même pas tant à prédire qu'est-ce qui s'en vient, mais à faire sens des choses que l'on voit arriver. Puis on s'entend que la violence, on la voit déjà. Comme c'est pas... quand je vous parle d'une augmentation de violence et de cette texture-là ou cet effluve-là de potentielle guerre civile ou ces rappels-là qu'on peut avoir. Je suis pas en train d'annoncer une guerre civile aux États-Unis, mais comme on en parle déjà dans les médias. C'est un peu ça que j'essaie de dire. T'sais. Fait que ça sort pas de nulle part. Donc bref, si je reviens à mon plan de match, je vous dirais que d'un point de vue conceptuel, quand on pense à la conjonction Saturne-Neptune, on peut penser à une vision qui demande à être structurée, à un rêve qui demande à être mis en action, à une spiritualité qui demande à devenir plus incarnée, plus concrète, plus dans les gestes que dans la tête. OK? Jusque-là, ça va. T'sais, c'est comme, il y a moyen de le canaliser d'une manière positive, voire même empuissante, j'ai envie de dire. Mais quand on s'intéresse à l'astrologie, on veut s'intéresser à l'histoire aussi. On veut voir c'est quand la dernière fois que Neptune et Saturne se sont rencontrés. Puis la dernière fois, c'était, comme je vous l'ai dit déjà à 2 reprises, 1989 sous le signe du Capricorne, au même moment de la chute du mur de Berlin. La planète Neptune nous parle de dissolution. La planète Saturne nous parle de structure. Alors, pour moi, la chute du mur de Berlin, c'est un symbole puissant. C'est l'idée de la dissolution d'une structure rigide, très concrète, d'un système, la chute du mur en tant que tel, mais aussi la chute d'un système qui était devenu obsolète, qui ne fonctionnait plus, et ça a ouvert
la voie à une nouvelle réalité collective aussi. Donc, aujourd'hui, leur conjonction en bélier raconte une histoire qui est quand même différente, mais qui est tout aussi importante. Elle est différente parce que la texture n'est pas la même, étant donné que c'est pas en Capricorne, c'est en bélier. Donc, ce transit-là nous invite collectivement à dissoudre ce qui a plus de sens, à oser bâtir autrement avec plus de courage, plus de conscience, mais surtout plus de sens de responsabilité face à ce qu'on choisit d'incarner pour la suite. Puis, j'y vois aussi, d'un point de vue collectif, une invitation à canaliser de manière plus sacrée la colère que l'on porte à l'intérieur de nous. Euh, Parce que je vous le cacherai pas que, je pense que je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, que je ne serais pas surprise de voir une augmentation de la violence à travers le monde avec un transit comme celui-là. Puis là, évidemment, je ne suis pas en train de vous encourager à la violence, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais au contraire, je vous dis, la colère, elle peut être juste, c'est sain de vivre de la colère. Maintenant, comment on la canalise d'une manière saine, en fait? Voilà la question, à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment. Sur un point plus personnel, OK? Si on ramène ça à soi, je vous dirais que c'est un transit qui nous demande une chose vraiment simple, qui est d'arrêter d'attendre d'être prête ou prêt. Puis de commencer à construire ce que vous savez déjà. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des visions que vous portez en ce moment, des valeurs qui vous habitent, des informations que vous avez, des choses que vous savez que vous voulez créer. Puis vous vous demandez peut-être tout le temps, ça va être quand le bon moment? Peut-être que je devrais attendre telle chose. Quand je vais me sentir prête, là, je vais le faire. Puis pour moi, c'est une invitation à faire comme prêt, pas prêt, let's go. Genre, c'est là que ça se passe, on plonge, on y va. Puis un peu comme je vous parlais du sens de l'urgence, c'est comme les défis vont se présenter, puis on va être capable de se retrousser les manches puis de les relever. Tu sais, c'est pas d'attendre que tout soit parfait pour finalement faire un move. C'est de dire, pas besoin d'attendre d'être complètement prêt, on fait le move. Évidemment, si ça résonne, prenez-le. Si ça résonne pas, laissez-le de côté. Je vais vous parler davantage de la conjonction Saturne-Neptune au cours du mois quand on va se rapprocher de cet événement-là parce que j'enregistre ça à la fin du mois de janvier puis je me doute qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici le 20 février, surtout avec les transits astrologiques qu'on a. Et c'est ce qui fait le tour des gros transits qui nous attendent au cours du mois de février. Donc, si je résume tout ça, on a une pleine lune en Lion le 1er février où est-ce que le vent commence à se lever un petit peu et ouvre tranquillement pas vite la saison des éclipses. On a Mercure et Vénus en Poisson qui activent notre intuition puis nous fait reconnecter avec notre empathie puis notre cœur. On a Saturne qui entre en Bélier, qui requiert plus de maturité de notre part dans nos réactions, dans notre connexion à nos passions, à nos désirs et à notre colère. On a la saison des éclipses qui s'ouvre officiellement avec la nouvelle lune en Verseau le 17 février, qui ouvre vers une nouvelle direction, autant sur le plan personnel que collectif. Et on a la conjonction Saturne-Neptune qui a lieu le 20 février, qui est genre une genèse, une naissance d'une nouvelle ère, qui, Dieu sait comment ça va s'installer, mais une chose que je peux vous dire, puis j'espère que pour les petits cœurs anxieux ici, je vous ai pas trop fait peur avec ça parce que c'était pas du tout mon intention. Je veux vous rappeler que vous avez la capacité de faire des choses difficiles. C'est quelque chose que je me répète beaucoup depuis la dernière année. I can do hard things. Je suis capable de faire des choses difficiles, puis on n'est pas toute seule. C'est vraiment un moment pour s'entraider, pour se serrer les coudes, pour connecter avec les gens qu'on aime, pour approfondir les liens avec notre communauté, pour étoffer notre tissu social et résister à la tentation
de le défaire encore plus, en fait. Puis je vous dirais qu'en tant que personne anxieuse, myself, je regarde ce qui s'en vient, puis j'ai confiance en nous autres. Fait que j'espère vous passer un petit peu de cette confiance-là. Puis j'ai envie de terminer sur une idée super simple, qui est que le mois de février, c'est pas un mois où est-ce que vous voulez essayer de contrôler quoi que ce soit. C'est un mois où est-ce que vous répondez à ce que la vie vous envoie. La vie va cogner à notre porte ce mois-ci, mais j'ai confiance en notre capacité d'entrer dans le futur d'un pas ferme puis d'un pas décidé. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, au mois de mai, on organise une retraite de sorcières en Toscane dans un lieu exceptionnel, magnifique. Je vais mettre le lien de cette retraite-là dans les notes du podcast. Déjà plus de la moitié des places d'envolée. Donc, si vous y pensez, si vous avez envie de sauter dans l'occasion de manière spontanée pour vivre l'expérience d'une vie, c'est le moment de le faire. Comme je vous dis, tout va être dans les notes du podcast. Sinon, je vous rappelle que pour soutenir le podcast, la meilleure manière de le faire, c'est de partager sur vos réseaux, de donner 5 étoiles sur l'application d'écoute de balado de votre choix. Je vous rappelle que l'épisode est aussi disponible en format vidéo sur YouTube et que vous pouvez laisser des commentaires. J'adore ça, vous lire. J'ai eu un peu plus de difficulté à répondre à tout le monde au cours des derniers mois, mais je compte essayer de faire mieux pour ça. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une application qui s'appelle Buy Me a Coffee, où est-ce que si vous avez envie de soutenir le podcast en donnant un don, un petit montant, vous pouvez le faire, mais il n'y a absolument aucune obligation de le faire. Je vous rappelle que la meilleure manière de soutenir le podcast, c'est de laisser 5 étoiles sur l'application d'écoute de balado de votre choix et surtout de partager les épisodes à travers vos réseaux. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine.